Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. L'une des choses qui a certainement fait un grand défaut ces derniers mois dans le monde culturel, ce sont les rencontres physiques dans des espaces de partage comme les festivals littéraires. Certes, beaucoup de festivals se sont adaptés au virtuel, mais la rencontre physique reste toujours un moment fort dans la vie culturelle des artistes et de leur public. Ce sont des moments qui nourrissent les communautés, qui permettent la rencontre de différentes classes sociales, qui ne se seraient jamais croisées sinon. Ils donnent un accès plus démocratique à la culture. Ce sont aussi de vrais générateurs de revenus, directement ou indirectement liés à l'industrie du livre. Tout le monde peut organiser un festival littéraire dans sa localité. Mais l'envie seule ne suffit pas pour que le projet soit une réussite. Raoul Djimeli est poète, chercheur en littérature africaine. Avec ses collaborateurs de l'association CLIGEC, fondée par des jeunes auteurs camerounais, il lance en 2015 un festival littéraire appelé Festival africain des écrivains émergents. L'objectif de ce festival est de réunir chaque année les écrivains émergents du Cameroun et de l'Afrique sur la même scène. Il a aussi cette particularité qu'il se déroule parfois dans des zones rurales camerounaises où l'on ne s'attend pas toujours à voir un tel événement. Dans cet épisode, Raoul Djimeli revient sur ses motivations pour créer ce festival et partage aussi le cheminement de sa création, de l'idée à la mise en œuvre. Très bonne écoute en compagnie de Raoul Djimeli. Bonjour Raoul. Bonjour Assel. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Le Salon du Livre. Aujourd'hui, je reçois Raoul Djimeli, qui est poète et chercheur en littérature africaine et qui est aussi le créateur du Festival africain des écrivains émergents. Et je voudrais échanger avec lui sur comment on organise un festival littéraire indépendant. Encore merci à Raoul d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Djimeli et je vis au Cameroun. Je vis à Yaoundé, le centre du Cameroun, depuis 2003. Je suis venu à Yaoundé faire des études et je suis entré dans la littérature. Donc, depuis, j'anime des activités ici. Je fais des cafés littéraires, je fais des festivals et j'essaye d'aller un peu à l'écoute. De faire quand même, c'est pourquoi je suis venu en ville, c'est-à-dire que continuer mes études. Mhm. Et tu continues tes études toujours dans le domaine de la littérature, c'est ça? Oui, dans le domaine de la littérature. D'accord. Comment est-ce que le goût de la littérature est né en toi? Bon, je crois que ça vient d'abord du paysage dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi dans un village où il y a la littérature chaque jour, que ce soit dans les pratiques, dans les coutumes, ou Mhm. bien que ce soit dans les rues, etc. On entend beaucoup de chansons, on entend beaucoup de choses qui sont intéressantes, on entend beaucoup de récitations en fait, c'est un milieu qui est vraiment plein de belles choses à écouter. Et donc, quand je suis arrivé à Yaoundé, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour revenir au village, ça me manquait et donc, je crois que c'est par là que je suis entré à la littérature. Mhm. Après, quand j'arrive, effectivement, j'intègre les bandes de poètes, j'intègre les bandes d'écrivains, je fréquente un peu les milieux culturels. Donc, Voilà. donc, toi, tu considères que l'ambiance des contes, des récits,
du village, tout ça là fait partie de la littérature. Donc pour toi, la littérature ne se limite pas uniquement aux livres? Ah non, non, non. Nous, on a fait la littérature longtemps avant même de savoir qu'il y avait une autre. Mmh. C'est très Parce que intéressant. ce que vous écoutez pendant que on fait un sacrifice au village, ce que vous écoutez à un mariage, ce que vous écoutez à un deuil, c'est tellement significatif que vous ne pouvez pas vous dire que vous allez aller chercher ça dans un livre. Donc, c'est une vraie vie littéraire qui développe en vous quelque chose. Mmh. Et quand vous êtes loin de ça, vous pensez à ça, vous avez quand même besoin de vous souvenir de ça. Donc, je Mmh. crois que c'est ce lien, que c'est vraiment, comme tu dis, cette ambiance qui a fait que j'ai facilement intégré les milieux culturels où je venais cette fois-là regarder le théâtre, où je venais écouter la musique, où je venais écouter des poèmes, etc. Donc, je crois que c'est ça. J'ai grandi dans un endroit où on écoute beaucoup de très belles choses. Quand je viens en ville, je veux continuer à écouter ça. Et effectivement, c'est un autre genre, mais Mmh. qui est toujours aussi intéressant, qui permet de s'éveiller, de penser à autre chose. Oui. Alors quand tu arrives dans la ville, à Yaoundé plus précisément, tu es à la recherche, de cette, culture de contes et d'histoires, voilà, de proverbes, donc tout ce qu'on connaît au village, hein. Et comment est-ce que tu te débrouilles dans une ville que tu ne connais presque pas puisque tu n'y as pas vécu? Oui, bon, je crois que c'est toujours à partir de l'école, hein. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on écoute en classe, ce qu'on vit avec les camarades. Et après, ça, c'est ce qu'on reçoit sans chercher. Après, quand on en veut plus, on va regarder dans les centres culturels. Je crois que c'est très facile. L'école, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que il y a un peu moins d'ambiance culturelle dans les écoles parce que j'ai l'impression que les gens ne sont plus aussi éveillés ou bien que les gens ne sont plus aussi attentifs à ce qui se passe dans leur environnement. Mais je pense que quand j'arrive à Yaoundé, c'est la même. J'ai l'impression que c'est le prolongement de mon village, quoi. Mais sauf que ça se fait sur un autre. C'est tout autre chose. C'est la musique de la rue. C'est les enfants qui courent, qui chantent des choses dans une langue que tu ne comprends pas, mais que tu t'imagines que ça doit être les mêmes choses que tu as écoutées quand tu étais chez toi. Donc, je crois il y a le quartier, il y a l'école. Après quand tu es amoureux de tout ça, tu veux aller découvrir autre chose. Et donc, tu cherches des espaces culturels où tu vas découvrir davantage. Mmh. Alors justement, dans la ville de Yaoundé où tu es, comment est la vie culturelle? Est-ce qu'il y a assez d'espace culturel? Qu'est-ce qu'on y fait? Raconte-nous un petit peu. Bon, je crois qu'au fil des années, ça essaye de bouger quand même. Mais quand je suis arrivé, je ne connaissais pas des endroits où on écoute beaucoup de vie culturelle continue, à part peut-être les espaces consulaires et les ambassades des pays étrangers qui sont animés par un personnel constant. Il n'y avait pas beaucoup d'espace où on écoutait ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu es dans les quartiers populaires, quand tu es dans les quartiers où les jeunes courent, quand tu es dans les écoles où les jeunes courent, où les jeunes chantent dans la cour, etc. Effectivement, c'est un autre espace. Moi, je pense que c'est toujours des espaces culturels. Euh, on n'a pas absolument besoin que ce soit dans un gros building avec des gardiens à la porte. Donc, d'abord, ces espaces-là, très peu de gens du commun fréquentent ça. Les gens vont là parce ils viennent faire les études, parce qu'ils viennent chercher des livres spécifiques, etc. Mais dans le quartier, dans le quartier, tu as même la littérature publiée parce que c'est dans le quartier c'est dans mon quartier que j'écoute les contes de Birago Diop que les enfants chantent. C'est dans mon quartier que j'écoute les poèmes camerounais, etc. C'est dans le quartier, c'est dans les petits milieux, dans les petits milieux et un peu dans les écoles que on est formé à tout ça. Après, Mmh. maintenant, tu t'en vas chercher un peu plus parce que c'est intéressant. Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, le festival que tu as lancé, le Festival africain des écrivains émergents, en observant de l'extérieur et de très loin d'ailleurs, je vois des images, je vois des vidéos. J'ai eu comme une impression que tu es très proche du terroir. Donc c'est un festival qui se marie carrément à la population locale. Donc c'est assez, intéressant que tu révèles que tu relèves cet attachement à l'espace du quartier et on le voit aussi dans ton festival. Alors, j'aimerais parler un peu plus, en détail de ce festival.
Est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce que le Festival africain des écrivains émergents? Au début, quand on a imaginé ce festival, en fait, je ne l'ai pas imaginé tout seul. On a une association qui s'appelle Okije qui existe depuis 2011. Mhm, Donc, quand on a imaginé, en fait, et le festival est l'une des activités que l'on organisait. Donc, quand on a imaginé ce festival, on pensait à faire une rencontre où les gens vont se rencontrer, pas nécessairement dans les espaces classiques, mais où les gens vont intégrer les quartiers, où les gens vont intégrer les maisons, où les gens vont intégrer les cours des gens, où les gens vont intégrer les villages où parfois on n'a jamais vu un écrivain, etc. Pour continuer, pour rassembler les gens, pour écouter ce qu'ils disent, pour écouter leurs poèmes, pour écouter leurs chants, pour manger leur nourriture, etc. Donc, c'était ça l'idée. Et il y a quand même que on peut plus continuer à ramener tout dans la rue comme on avait imaginé au départ. Donc, parce qu'il y a d'autres gens qui viennent, il y a d'autres activités comme des conférences, par exemple, qui doivent être organisées dans un espace plus organisé où on a quand même une logistique, etc. Mais l'idée au départ, c'était de faire un événement où les gens viennent vivre dans le quartier, où les gens viennent habiter avec les écrivains, où les écrivains viennent habiter avec les gens qui vivent dans l'endroit où on vient. Donc, mhm, c'était ça l'idée. Et mhm. aujourd'hui, on essaye de faire ça. Comme je disais, la question de logistique, etc. On Oui. intègre aussi des espaces, on va dire, plus formels. Mhm. Alors, quelle a été ta première expérience? Est-ce que ce que tu as vécu sur le terrain était ce à quoi tu t'attendais au départ? Et comment est-ce que les gens du quartier, les gens de la commune, les gens du village ont reçu ce type d'événement dans leur espace de vie? Je crois que c'est souvent très intéressant quand on vient avec ces choses-là dans les quartiers. J'ai constaté que les gens qui sont très surpris, les gens les plus surpris de l'affaire, ce sont les écrivains eux-mêmes, qui parfois ne comprennent pas pourquoi ils doivent venir lire leur poème dans un quartier, qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent venir lire leur poème, je sais pas, au bord de la rue. Quand on arrive avec ça, c'est toujours un très bel accueil, c'est toujours très convivial, c'est toujours très intéressant. Mais les écrivains eux-mêmes, je n'ai pas les écrivains et les autres artistes qui viennent, je n'ai pas l'impression qu'ils se disent en venant que, voilà, on t'invite, on te dit quitte Marois, Marois qui est à au moins 1000 kilomètres de Yaoundé. Tu viens et on te dit de venir lire tes poèmes autour du feu un soir avec les gens du village de Balvin ou de quelque part là-bas à photo. Donc, parfois, les gens ont l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux, alors que, voilà. Donc, je crois que, et c'est toujours très intéressant parce que quand on fait une activité comme celle-là, les gens quittent des quartiers, ce sont les jeunes, ce sont les enfants, ce sont les parents. Ils viennent assister à ça, donc c'est intéressant, donc ça les intéresse. Donc voilà, une maman qui va au champ, qui finit de faire ses champs le soir, qui devait rentrer, s'occuper un peu, parler un peu en famille et aller dormir. Elle se souvient que ouais, on a dit dans le quartier qu'on va faire quelque chose là-bas, quelque part, au bord de la rue, on va allumer un feu et on va écouter les gens qui sont en train de parler. Donc, je pense que au fur et à mesure que le temps passe, les gens comprennent que c'est aussi intéressant de parler à un public qui ne connaît, on va dire, qui ne connaît presque rien de la littérature, qu'à un public qui est averti et qui attend de venir s'asseoir dans une salle climatisée pour écouter la littérature. Donc, je crois que les Mhm, écrivains sont les gens qui sont souvent les plus surpris, mhm, mais la population, les gens sont toujours très accueillants. mhm. Et donc, comment tu as vu la réaction de la population? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment les gens réagissent quand ils sont à cet événement et écoutent et échangent avec Il y a deux choses. Il y a d'abord le nombre de personnes qui viennent à ces événements où ils n'ont pas reçu où ils n'ont pas reçu officiellement une invitation. C'est souvent du bouche à oreille. On dit, bon, on va faire quelque chose. Parfois, on met une affiche ou deux affiches quelque part dans la ville et les gens viennent, ou dans le village et les gens viennent. Donc, il y a ça. Et il y a aussi que quand on fait une activité, on n'essaye pas de faire en sorte que ce soit une activité réservée ou réservée aux écrivains qu'on invite. C'est une activité, c'est une activité d'échange. Ça veut dire que pendant la lecture, s'il y a quelqu'un qui est venu écouter et qui a quelque chose, et qui veut lire un texte et qui veut raconter une histoire et qui veut. Donc les gens participent parce que les gens participent et parce que les gens viennent de plus en plus.
on se dit que voilà, que le public qu'on rencontre est intéressé. Mmh. Très intéressant. Alors, j'ai envie de comprendre un peu, hein, quel a été, le cheminement, de la construction de ce festival. Parce que quand on t'entend, on a l'impression que, voilà, ça se fait comme ça en un clic, mais je pense que non. Alors, je commencerai déjà par la thématique. Est-ce qu'au départ, quand tu as l'idée avec tes collègues, vous cherchez une thématique? Au départ, on n'avait pas un thème précis, mais Mmh. l'idée, on avait une idée très claire de ce qu'on voulait faire. On voulait faire un festival qui ne soit pas trop commun et un festival qui intègre tout le monde, qui intègre en Oui, même temps les gens qui fréquentent les espaces culturels et les gens qui sont dans les quartiers, qui savent même pas que vous êtes des écrivains, etc. Donc d'accord. c'est la même idée qu'on a eue, mais chaque année en fait, chaque année, il y a un combat d'idées dans l'association pour voir si on maintient ça, si on continue à aller dans les villages avec le projet, si, voilà, si on doit revenir en ville, parce que ça fait longtemps que le festival n'est pas revenu en ville, etc. Donc, je crois que jusqu'ici, on essaie de partager tout simplement, de faire certaines activités en ville et de faire d'autres activités au village. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'association, s'il te plaît? L'association, c'est le CLIGEC, c'est une association littéraire qui a été fondée en 2010. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'association? L'association organise justement le festival, l'African Festival of Emerging Writers. L'association organise des rencontres littéraires, surtout dans les villes, parce que l'essentiel des membres vit à Yaoundé ou à Douala ou à Tchang ou à Bafoussam. Donc Mmh. l'association fait des rencontres littéraires avec des auteurs camerounais, avec des auteurs qui écrivent à partir du Cameroun. On a fait aussi des ateliers d'écriture. Et puis, on a notre magazine littéraire où on essaye un peu de chroniquer sur toute l'activité littéraire qui se passe autour de nous. Donc, OK, ça s'appelle Oplijec Magazine. d'accord, très bien. Alors, je voudrais revenir un peu sur, le ce qui se passe dans les coulisses, hein, quand on veut créer un festival littéraire comme le tien, là. Alors, est-ce que tu peux nous dire vraiment, étape par étape, les étapes les plus importantes, hein, comment on Mhm. fait pour créer un tel festival? Imaginons, j'ai une idée, j'ai envie de créer un mini festival, dans ma commune, dans ma ville, dans mon village. J'ai juste l'idée. Mhm. Comment est-ce que je procède? On commence un événement comme celui-là en rencontrant les autorités de la ville, en Mmh. légalisant une association pour que les activités soient responsables, pour qu'il y ait quand même quelqu'un qui va répondre au nom de l'association s'il y a un problème. Après, ça aide aussi dans les villes où il y a un financement. Je ne parle pas de Yaoundé, mais dans les endroits où il y a un peu de financement, c'est toujours bien d'avoir une organisation qui est reconnue, qui est une organisation qui n'est pas juste un regroupement des gens, mais qui est une association légalisée. Donc, on commence comme ça. Et après, il faut trouver les gens qui veulent s'impliquer dans le projet. C'est toujours comme ça, puisque c'est une association qui n'a pas les moyens de recruter, par exemple, des experts pour travailler sur l'organisation et tout. Donc, on essaie de chercher les volontaires surtout. On essaie de chercher des gens qui sont disponibles pour aller déposer un courrier, pour aller demander, discuter, pour demander un espace, pour aller discuter avec un auteur, pour travailler à la programmation des événements, pour s'occuper de la logistique, aller voir par exemple un chauffeur, lui proposer que voilà, nous, on est une association qui n'a pas beaucoup de moyens, mais on veut une voiture qui va porter les auteurs, etc. Donc, au départ, il faut légaliser l'association. Après, il faut trouver des gens disponibles qui acceptent de donner un peu de temps pour Mmh. que les choses marchent. Oui. Mais bon, ici, les gens trouvent qu'un projet est sérieux parce qu'il est fait dans les grands espaces. Donc, comme c'est un projet qui n'a pas l'air sérieux, il faut arriver à convaincre d'abord les amis. Oui, faut arriver à convaincre d'abord les amis, ceux qu'on connaît ou bien ceux qui manifestent l'intérêt parce qu'ils ont trouvé que c'était intéressant. Il faut arriver à Mmh. convaincre ces gens qui peuvent venir participer à l'événement. Mmh. Après, c'est la programmation comme tous les événements. Même quand on voit qu'est-ce qu'il y aura à faire dans la première journée, qu'est-ce qu'il y aura à faire dans la deuxième journée, qui va s'occuper
de gérer, par exemple, le transport des écrivains dans la première journée, qui va s'occuper de gérer l'après-festival quand on finit dans un espace dans la deuxième journée, etc. Donc, c'est toujours comme ça qu'on essaye de s'organiser. Oui. Et bon, il arrive que une tâche qu'on avait confiée à quelqu'un qui n'arrive pas à faire cette tâche. Et donc, comme les gens ne sont jamais seuls et qu'on a quand même la chance qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler avec nous. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir faire les activités. Mmh. Alors, une fois que vous avez, organisé tout ça sur le papier, maintenant il faut faire la promotion du festival. Comment est-ce que vous procédez? Bon, internet nous aide beaucoup, notamment les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Mmh. Et parce que c'est quelque chose où les gens travaillent, où les gens sont solidaires, parce que c'est un événement de solidarité. Les gens partagent, les journalistes par exemple, les journalistes culturels par exemple, qui demandent souvent un peu d'argent pour publier des activités, ils font ça comme ça parce qu'ils savent Mmh. que, voilà, que c'est Mais des c'est choses mais qu'on c fait dans les quartiers, que c'est pas des grosses organisations avec plein de moyens. Donc, oui, une fois que c'est fait sur le papier, une fois que tout est écrit sur le papier, on cherche comment ça va se faire dans la réalité. On donne juste les tâches à ceux qui travaillent, à ceux qui ont pris les responsabilités. On leur confie juste leurs responsabilités pour qu'ils puissent les assumer. mmh. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit et qui me choque énormément. Les journalistes qui prennent souvent de l'argent pour publier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans un espace comme le Cameroun, Mmh. si vous faites un événement et que vous invitez la presse, Oui, je ne trahis pas un secret, c'est très connu. Si vous faites un événement et que vous invitez la presse, vous les payez, vous leur donnez de c'est l'argent incroyable, qu'ils appellent généralement l'argent des taxis. c'est Et incroyable. les gens, ils viennent quand ils prennent l'argent, ils viennent, ils signent, ils vont émarger devant vous. C'est pas comme si c'était quelque chose qu'on cachait. Si vous assistez à deux événements au Cameroun, que ce soit des événements politiques ou des événements culturels ou des événements et n'importe quoi, quand les gens viennent, les journalistes viennent, ils vont toujours, sauf si on a payé avant, mais sinon, on vous demande de payer. C'est incroyable. Mais comment avec Oui, c'est ça incroyable, mais c'est vrai. je n'ai pas de mots pour ça, hein. C'est quelque chose que je savais, mais l'entendre encore, je n'ai Oui, pas oui, de mots oui. pour ça. Je n'ai Oui, vraiment pas de mots oui, pour ça. oui. Oui, Ce ne non, le sont pas truc, c'est ce ne que sont pas des agents oui. marketing, ce ne sont pas des agences de marketing ou bien des annonceurs ou voilà. Donc Mmh, qu'ils fassent carrément leur boulot. Non, mais c'est une honte. c'est que oui, vous voyez, quand on parle d'organiser un événement, d'organiser un festival, après, il y a aussi organiser un festival au Cameroun, hein, dans un Ben espace voilà, où tout le monde se ben fout de vous. voilà. Donc, tu peux planifier des événements, même avec des gens, même avec des partenaires, et que quand tu arrives 2 jours avant ou le jour J, qu'on te dise que non, il y a eu un problème, on ne peut plus, etc. Donc, il y a toujours ça. Avec les journalistes, c'est après savoir travailler longtemps dans le milieu que tu peux avoir la chance que tu fais ton événement et que tu vois atterrir un journaliste que tu n'as pas appelé, que tu n'as pas payé. Mmh. Donc, c'est presque toujours comme ça. Si quelqu'un vous dit qu'il fait des événements à Yaoundé, qu'il n'invite pas la presse et que la presse vienne, ça veut dire que celui-là, il a quelque chose qu'il ne dit pas aux autres. Eh ben, dis donc. Bah, je ne sais pas quoi dire, franchement. Donc, ça fait partie des obstacles, hein, en fonction des Ah oui, environnements. Je ne oui. sais pas si c'est comme ça dans les autres pays, beh, que ceux qui nous écoutent, qu'ils nous donnent un peu leur, avis sur la question et qu'ils nous disent un peu comment ça se passe, dans leur pays. Ce serait intéressant de savoir un peu quelles sont les pratiques, ailleurs. Alors Raoul, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Mais je voudrais pas terminer ça sans demander comment est-ce que vous faites pour financer? Parce que le financement, c'est le nerf de la guerre, hein. Nous qui travaillons dans le Mhm. domaine culturel, Oui, oui. c'est une bataille de tous les instants. Comment tu fais pour Mhm. trouver des financements pour ce festival? Parce que tu dois bien payer les auteurs qui Oui, viennent au oui, oui, oui. festival, tu dois payer leur séjour, leurs déplacements, ainsi de suite. Comment tu fais? Mhm. On a commencé les activités du CLIGEC en 2010.
mais pour organiser des grands événements où on invite des gens qui n'ont jamais participé à nos événements. C'est en 2015, c'est-à-dire qu'on a attendu 5 ans, parce que les Mhm. premières années, nous, on n'avait pas de moyens, on n'avait pas de moyens pour financer ça. Oui. On faisait, on faisait avec, on faisait avec des petits espaces, on va dire comme ça, parce que c'est des espaces qui n'accueillent pas toujours beaucoup de monde. On faisait des activités vraiment avec des, comme je dis, ça a toujours été une affaire de quartier, ça a toujours été une Mhm. affaire de petits endroits, d'endroits qu'on qualifie de petits endroits, mais Mhm. qui ont formé en fait ceux qui sont dans les grands endroits. Oui. Donc, oui, à partir de 2015, on a décidé de faire un grand événement où on invite les gens, Mhm. où on fait venir les gens, où on fait venir les gens même de l'étranger et tout. Donc, mais là, c'est nous-mêmes qui finançons le projet parce que au sein du projet, au sein du cliché, on pense aussi que on va pas toujours attendre on va pas toujours attendre que les gens viennent nous donner les moyens de faire notre littérature. Oui. Avec le peu de moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et ce qu'on ne peut pas, on laisse. Mhm. Donc, c'est comme ça. C'est Mhm. l'association qui n'a qu'une vingtaine qui a une vingtaine de membres, Oui. vit des activités, des paiements, des paiements d'adhésion, des paiements de contribution annuelle des membres. Donc, Oui. pour un festival, par exemple, quand on a défini le budget du festival, c'est les contributions des membres qui permettent de financer ce projet depuis le début. Donc, Mhm. je peux dire que jusqu'à ce jour, on a effectivement reçu le soutien des espaces dans lesquels on fait des activités. Ils nous donnent l'espace gratuitement, par exemple. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'on a payé très peu d'espace. Oui. Donc, parfois, on paye pour la logistique, parfois, on paye pour le nettoyage après l'événement, mais la plupart du temps, des espaces nous sont offerts gratuitement. D'accord. Mais dire qu'une organisation, on a déchargé de l'argent envoyé par une organisation, non, on n'a jamais eu ça. Mhm. Il y a nos contributions et il y a les contributions des gens qui viennent, parfois même des écrivains qui sont venus au festival un an avant. Oui. Quand on fait une activité, ils disent, bon, ben, comme je connais comment vous faites là, je vais vous envoyer 100 000, je vais vous envoyer 200 000. Donc c'est comme ça que ça se fait. Après, il y a beaucoup d'amis aussi qui soutiennent le festival. Oui. Des amis qui parfois ne sont pas nécessairement des gens impliqués dans la littérature, mais qui décident de donner. Mais ce n'est pas parce qu'on leur envoie des billets d'aide et tout ça, nous, on n'a jamais envoyé ça. Celui Mhm. qui veut aider le festival, il aide. Celui qui pense qu'il veut offrir quelque chose, il se propose lui-même d'offrir et nous, on prend. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, parce qu'on a pensé que on est dans un continent qui demande trop. Oui. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé ça, Oui. qu'on est dans un continent qui demande trop, mais on n'a Oui. pas besoin de ce trop pour faire le peu qu'on veut faire. Si Excellent. chacun essaye de, oui, si chacun essaye de faire avec les petits moyens qu'on a, l'essentiel c'est d'être solidaire, l'essentiel c'est d'être vrai dans le peu de choses qu'on va faire. Donc, si Oui. les gens donnent l'argent et qu'ils voient à quoi l'argent sert, effectivement, ils continuent de vous aider, effectivement, ils continuent de vous Mhm. soutenir. Mais ce n'est pas, ils vous aident pas parce que vous êtes venu leur dire que voilà, on est à une semaine et qu'on n'a pas d'argent. On n'a Oui. jamais fait ça. C'est pour Oui. ça que oui, je vais le dire comme ça, même du gouvernement, de la commune, de n'importe quoi, on n'a jamais reçu aucun sou. On n'a jamais Mhm. signé nulle part qu'on a reçu un chèque. Et on n'a jamais reçu aucun argent Mhm. comme ça. Donc, on se débrouille pour que chacun soit fier de l'endroit où il va. C'est un festival que on dit que nous organisons parce que c'est nous qui organisons. Parce que Oui. c'est nous qui organisons. Oui. Oui, et puis, ça fait aussi que personne ne nous impose Tout un à fait. discours, personne ne nous Tout impose à fait. Vous restez une thématique. indépendant. Voilà, Mhm. voilà, donc vraiment, c'est ça. Toutes les activités du festival sont financées jusqu'à ce jour par nous-mêmes et par les gens qui décident eux-mêmes de contribuer. Oui. Il arrive qu'une personne contribue. Oui, il y a des gens qui ont contribué 2 ans. Il y a des gens qui ont contribué cette année et qui vont peut-être pas contribuer l'année prochaine, mais qui vont contribuer l'année prochaine. Donc, c'est comme ça que ça se fait. On essaye d'être le plus indépendant possible. Et quand on fait nos budgets, on fait toujours nos budgets en fonction de ce que nous-mêmes, on va donner. Après, s'il y a quelqu'un qui donne quelque chose, on met C'est ça un pour les plus, activités quoi. qui auront. Mhm.
Voilà, oui. On met ça pour les activités qui auront lieu tout le long de l'année pour un événement qu'on va organiser, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on essaye de financer et d'être fier de ce qu'on fait, quoi. Donc, Bah, après, si les gens veulent parler, même, oui, c'est pour ça qu'on dit même qu'on ne paye pas la presse. Si vous voulez parler de ça, vous parlez. Si vous voulez pas, ne parlez pas. Donc, on fait notre Ah, truc. mais ça, c'est super. Moi, je vous encourage dans cette direction Oui. parce qu'il est hors de question qu'on cautionne ce genre de désordre, quoi. Franchement, moi, c'est quelque Oui. chose qui me met en colère parce qu'on sait comment les acteurs, hein, du milieu culturel se battent au Mhm. quotidien pour faire que leur œuvre, leur travail soit connu par le grand public. Il faut en plus qu'ils Mhm. payent un journaliste alors que c'est son Non, travail. non. Ça n'a pas de sens. Je Non, peux non, comprendre qu'on puisse non, payer non, on fait pas ça. une annonce publicitaire dans un journal, ça c'est autre chose. Mais payer un Mhm. journaliste pour qu'il écrive, je ne sais pas moi, pour qu'il vienne assister à un événement, au contraire, le journaliste devait être à la quête de ce type d'information. Mhm. Donc, en tout cas, Non, moi, non. Donc, c'est ça. t'encourage, hein, avec toute ton équipe, hein, et je vais quand Merci. même profiter de ma plateforme et ceux qui nous écoutent pour lancer un appel, même si vous ne demandez pas de dons. Moi, je lance un appel, je dis, Mhm. écoutez, il y a des gens qui font un très beau travail sur le terrain. euh, donc, ne nous plaignons plus que voilà, les autres viennent envahir nos espaces culturels. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font un beau travail, un excellent travail. Il faut les soutenir. Donc, Raoul, si on Mhm. veut contribuer à vos événements, comment est-ce qu'on procède? Comment on vous contacte? On nous contacte généralement sur notre page African Festival of Emerging Writers. Il y a nos contacts sur la page, c'est une page Facebook. Mhm. Je crois que c'est le principal lieu où on peut nous contacter et on est sûr qu'on va toujours répondre. D'accord. Après sur le site internet du Cligec Magazine, qui est cligecmag.com, il y a aussi nos contacts. Donc, si les gens nous contactent comme ça, on sera content. D'accord. Je mettrai toutes ces informations dans la description de l'épisode qui sera donc sur la page du podcast www.afrolivresse.com /podcast. Vous avez tous les épisodes et si vous cliquez sur le lien d'un épisode, vous allez voir la description de l'épisode avec toutes les informations. Alors, Raoul, on est D'accord, arrivé au terme merci de... beaucoup. Je t'en prie, hein, c'est vraiment avec un grand plaisir. Et donc, on est arrivé au terme de notre échange. Je voudrais que tu me dises ce que tu pourrais conseiller à un jeune qui nous écoute et qui aurait eu une idée de lancer un festival littéraire ou d'ailleurs tout autre événement culturel, hein, mais qui ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Fait qu'il faut toujours lancer. Après, si ça te dépasse, tu vois que ça t'a dépassé. Il faut toujours commencer par faire quelque chose. Après, si tu n'arrives plus à faire, tu abandonnes. C'est comme ça que toute la littérature camerounaise est faite. Des gens qui Oui, ont créé des revues, qui ont animé la revue qui ont animé 2 numéros, qui ont abandonné, etc. Et chaque chose qu'on fait, ça ne se perd pas. Les autres qui arrivent vont voir ça et oui. ils vont essayer de continuer. C'est parce que les gens ont essayé que d'autres essayent aussi. Si personne n'essaye jamais, personne ne va jamais essayer. Tout à fait, tout à fait. Dernière question. Si tu avais quelque chose que tu devais éliminer dans ce monde, qu'est-ce que ce serait? Ah là 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 là, il y a vraiment beaucoup de choses à éliminer, hein. Je sais, Il va falloir je il va sais. falloir commencer oui, il va falloir commencer par éliminer les armes. Comme ça, les gens Oui. peuvent vivre un peu plus paisiblement. Mhm. Écoute, Raoul, Parce que j'ai toujours pensé que les armes ne protègent pas les gens, les armes les tuent. oui, effectivement. Ben, écoute, Raoul, je te souhaite vraiment beaucoup de courage avec toute ton équipe du CLIGEC et merci beaucoup d'avoir accepté mon Hein. invitation. J'espère que tu as C'était un passé un, plaisir. j'espère que tu as passé un bon moment à ma compagnie et aussi en compagnie de ceux qui Oui, vont nous bien sûr. écouter virtuellement, là. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. À bientôt. Merci. Merci aussi. Merci. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles.
Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.